Eh bien, on a eu notre dernier remplacement, hein, oui, de la soirée. Ballot est revenu sur le plateau. Tia. Rebonsoir. Alors, vous êtes là pour parler NBA. Hein, et justement, mesdames et messieurs, grand moment hein, dans cette grande team. Danny Green, joueur américain de basketball qui évolue au poste d'arrière, hein, drafté en 2009 à la 46e position par les Cavaliers de Cleveland. Il est passé chez les Spurs de San Antonio de 2010 à 2017. Et depuis l'intersaison 2019, il a rejoint les Los Angeles Lakers. Il nous fait l'honneur de répondre exclusivement hein, aux questions de la grande team dans une interview inédite qu'on vous propose de suivre maintenant. Bonjour tout le monde, je suis Danny Green des Los Angeles Lakers. Bonjour Tia, bonjour la grande team. Comment avez-vous vécu la trêve due au coronavirus? Pendant la trêve, j'ai dû trouver un moyen de m'entraîner. Naturellement, j'ai dû acheter pas mal de choses en ligne. J'ai couru à la plage, j'ai fait un stock de provisions. J'ai appris à cuisiner et j'ai trouvé de nouveaux hobbies. Regarder des séries et voir si ma fiancée et moi, on pouvait se comprendre. On s'est bien entendu et c'est bien ce que je pensais, mais c'est une transition. On pensait à ce qu'on allait faire quand tout serait fini. Comment se passe la vie dans la bulle? La vie dans la bulle est cool, ce sera mieux lorsqu'on sera hors de la quarantaine dans quelques jours. La vie dans la bulle est bien tant que tu joues. La saison n'avait pas très bien commencé pour moi. Je me sens bien, les joueurs aussi se portent bien. Nous sommes toujours testés, il y a des jours meilleurs que d'autres, mais les choses deviennent plus faciles. Comment vous gardez le contact avec vos proches? La plupart du temps, on fait des appels vidéo, on s'envoie des SMS tous les jours. Sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que nous sommes en contact. Ça fait longtemps, mais nous sommes toujours en contact avec tout le monde et j'ai la chance parce que la plupart de mes collègues vont bien pendant cette pandémie, donc je garde en tête qu'ils vont bien et je pense surtout à eux. Et qui sera élu MVP parmi les 3 finalistes? Je pense que ce sera LeBron James, simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde ces 17 dernières années, ou au moins sur ces 10 ou 15 dernières années. C'est le meilleur joueur de la planète. La Ligue ne donne pas 2 awards au même joueur. Anthony Davis a été élu joueur de l'année et je pensais qu'il avait une bonne chance de l'avoir. Et c'est pour ça que je pense que LeBron James sera le MVP. Et quel est aujourd'hui le statut et le niveau des Africains en NBA? Je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur le statut de la NBA dans le pays, se focaliser sur les injustices et comment rendre le pays meilleur. Donc nous utilisons cette plateforme pour nous améliorer. Pour la NBA, je pense que nous avons une très bonne plateforme. Les Africains ont une très bonne plateforme avec la NBA pour mieux s'améliorer. J'ai joué avec des personnes comme Pascal Siakam, Serge Ibaka l'année dernière au OG Anunoby. Juste que beaucoup de personnes viennent de différentes parties du pays, spécialement des Africains qui émergent et deviennent des stars dans cette ligue. Une dernière chose avant de terminer, j'aimerais faire un gros coucou aux fans d'Abidjan et aux fans africains de la NBA. Salut à Abidjan et à toute l'Afrique qui nous regarde. Et merci Danny Green. Ah, c'est du lourd ça. Ah ben attendez. C'est du lourd, c'est la grande team quand même. Hein. Eh oui, on n'est pas peu fiers hein, pour le coup. Alors c'est vrai que ouais, c'est pas tout le monde. Voilà, on est content. On est content. C'est comme ça. Alors réaction comme ça à tout ce qu'il a dit. Hein, c'est vrai que il y a eu la vie dans la bulle. Là ils sont en plein play-off et pourtant ça a l'air quand même de bien se passer. Surtout, bien sûr, moi, je veux revenir un peu sur son choix pour le MVP. Oh non, mais vous allez trop vite en besogne, mais calmez-vous, okay. calmez-vous. Allez, réaction hein, par rapport à tout ce qu'il a dit. Moi, je suis content d'avoir un joueur de la NBA qui s'est exprimé au micro de la 3, et puis ben, voilà, très heureux, surtout un joueur des Lakers, voilà. D'accord, très bien. Alors, dans la bulle, hein, les Lakers ont quand même perdu beaucoup de matchs. Hein. Ils en ont gagné 3, perdu 5. Donc, c'est vrai qu'on avait tendance à s'inquiéter un petit peu pour les playoffs. Pourtant, ils ont déroulé, hein, malgré un premier match qu'on peut juger un petit peu mauvais, puisqu'ils ont perdu le premier match et ils ont enchaîné 4 victoires derrière. Bien sûr. Et puis, il faut savoir qu'ils jouaient face à qui?
face à Portland qui avait fait quand même, je dirais, du 8-8. Hein, et ils ont bataillé pour pouvoir se qualifier pour ces playoffs. Donc, c'est une équipe qui est arrivée dans les playoffs, dans le premier tour des playoffs, très en forme. Et logiquement, ils ont battu les Lakers lors du premier match de la série. Mais derrière, quand même, vous avez en face à LeBron James, vous avez Anthony Davis, vous avez Danny Green, vous avez les autres Caruso et autres. Bon, voilà, l'expérience a compté. Et puis, voilà, au finish, c'est une équipe des Lakers qui est passée, je dirais, haut la main ce premier tour. Oui, 4-1. Et logiquement aussi. Ouais. Oui. Alors, certains disent qu'ils se sont quand même un petit peu économisés pour les playoffs. Oui, je pense que oui, parce que les Lakers étaient premiers, ils étaient premiers au classement, donc avant l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Mais quand ils ont repris, ils n'avaient pas forcément envie de dérouler tout leur jeu. Ils avaient juste à conforter leur place de premier et à garder leur avance sur les Clippers. Donc pour moi, ils se sont juste conservés. Voilà. Alors, les Lakers rencontrent en demi-finale le vainqueur de Oklahoma City, Houston. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre? Ah ouais, un match de fou, un match de dingue. Oui. Entre les Clippers, plutôt, hein, le Thunders et les Rockets de Harden qui sont fait rejoindre hier dans la série à 3-3. Ils avaient mené cette série depuis le début, mais hier nous avons vu un Danilo Gallinari, l'Italien, très très intéressant, sans oublier le meneur Chris Paul qui a été étincelant dans ce match. Et puis derrière au rebond, un certain Steven Davis qui a pris presque tous les ballons au niveau de la raquette. Une très bonne défense qui a empêché l'équipe de Houston de pouvoir dérouler son jeu. En score 104-100. Et au finish, il s'offre la possibilité de jouer un match 7. D'accord. Alors, Danny Green, il pourrait entrer dans l'histoire de la NBA avec LeBron James. Pourquoi, Balo? Oui, tout à fait, parce que Danny Green, déjà, c'est un superbe joueur. Il est excellent en ce qui concerne les 3 points. Et en témoigne donc cette statistique-là. Lors de février 2016 précisément, il a donc battu un record en ce qui concerne les tirs à 3 points. Mais pour revenir à ce que donc, Henri Joël disait, pour moi, les Lakers sont favoris. Même s'il faut faire attention à Oklahoma City, parce qu'on a Chris Paul qui tire vers le haut des joueurs comme Schroeder et Georgius Alexander. Au niveau de l'histoire, c'est que Danny Green a déjà remporté le titre avec 2 franchises différentes, tout comme LeBron James, qui l'a remporté avec Miami et Cleveland. Danny Green l'a fait avec Toronto et l'équipe des Spurs. Donc, si d'aventure ils arrivent à remporter le titre cette année avec les Lakers, ça sera, ils iront remporter le titre avec 3 franchises différentes. Voilà. Alors, visiblement, le coronavirus n'a pas eu d'effet sur l'intensité des matchs. Bien, en tout cas, c'est ce que ça nous montre avec tous ces matchs que nous avons. Ça a été chaud du côté de l'Ouest. Par contre, à l'Est, les équipes favorites ont déroulé, notamment Miami, sans oublier l'équipe de Boston. Mais à l'Ouest, quand même, c'est un peu chaud, notamment avec ce match que nous voyons entre Oklahoma et Houston. Et sans oublier aussi, peut-être, le petit accro que les Blazers ont essayé de mettre dans les jambes des Lakers. Alors, on va voir quelques stats sur Danny Green avec cette équipe des Lakers. Et c'est D'Angeles Kofi qui entre sur le plateau pour tout nous dire. Bonsoir D'Angeles. Bonsoir Tia, bonsoir la famille, vous allez bien? Oui. Super Tia, l'interview était magique. Regardez ces statistiques à cette saison avec l'équipe de Los Angeles Lakers. 33 ans, 1m98, 95 kilos. Il joue au poste d'arrière. Cette saison, c'est 68 matchs qu'il a joué, 28 minutes, 41,6% de tirs à 3 points. Au niveau des points, 8,0%. Il est très bon au rebond, 3,3%. Au niveau des passes, 1,3%. Tia, c'est un vrai champion. Ah oui, c'est un géant, c'est un champion. Alors, Danny Green qui nous disait dans cette interview que pour lui, LeBron James sera MVP. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Bah oui, moi je partage son avis à 100%. Le garçon arrivé du côté de Los Angeles Lakers cette année, il est en train d'exploser, il fait de très bons matchs. Le garçon. Mais attendez, il est plus vieux que vous. Respectez vos aînés, monsieur. Le king, si vous voulez. Attendez, on ne parle pas de n'importe qui. C'est le roi quand même du basketball en ce moment du côté des États-Unis. The chosen one. L'élu. Attendez. Le garçon, non mais ils sont
saoulant hein, sur ce plateau. Un petit carton. Non, c'est bon, allez-y. Donc, je disais, il fait une saison exceptionnelle, une saison assez régulière. Il est constant dans les différentes rencontres. Il mène son équipe, c'est lui le leader. Tous les autres l'écoutent et je pense que cette année, il est bien entouré et il peut aller décrocher ce trophée-là. Ouais, bon, je vais douter un peu. Je vais douter un peu parce qu'il est en face quand même de deux joueurs exceptionnels, notamment le grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo, qui a été MVP la saison dernière et qui quand même fait des merveilles avec son équipe de Milwaukee. Et puis on a l'autre de Houston, James Harden, qui fait une saison exceptionnelle. C'est lui-même en tout cas, c'est le seul qui porte cette équipe de Houston. Donc, on attend de voir qui sera désigné MVP, mais déjà, il a de très bons concurrents aussi. Voilà. Bon, entre ces trois joueurs, je vais y arriver, lequel est le mieux entouré et aurait plus, je veux dire, de facilité par rapport à l'équipe dans laquelle il est pour remporter? Bon, le mieux entouré, je dirais Harden du côté de Houston. Il y a PJ Tucker, il y a voilà, d'autres joueurs qui ne sont pas d'un calibre sévère. Il y a aussi Russell Westbrook. Mais il n'y a pas de grands noms. Los Angeles, on a Danny Green avec Anthony Davis du côté de LeBron James. Et puis à Milwaukee, vous avez Antetokounmpo qui souvent, quelque part, il est le seul à porter cette équipe. C'est vrai, il y a Brook Lopez qui est là. Il y a aussi Middleton qui essaie de se sortir quand l'équipe est en difficulté. Le mieux entouré... Le mieux entouré au finish, c'est LeBron James. Voilà. Donc vous avez ça pour nous dire LeBron James. Non, mais il faut quand même essayer de voir autour de chaque joueur, on a quel lieutenant. Voilà. Donc, voilà, avec tout ça... LeBron James. Donc, Danny Green avec lui, déjà. C'est pour cela que je dis que les autres, ils ont du mérite. Hein, parce qu'il n'y a pas, je dirais, ces bons joueurs qu'on a du côté des Lakers autour des autres. Donc, quand même, leur performance, souvent, je me dis que c'est encore plus intéressant puisque, bon, ils se battent en quelque sorte un peu plus seuls. D'accord, très bien. Allez, on va vous rappeler les résultats des matchs de cette nuit, de la nuit dernière du moins, dans le premier tour donc des playoffs. Oklahoma City face à Houston, 104-100. Donc, ils sont maintenant à 3-3. Ils vont jouer le 7e match. Et puis, demi-finale, donc conférence Est, Miami s'est imposé face à Milwaukee, 115-104, ce qui fait 1-0 pour Miami. Voilà. Bon, ben, c'était cool. En tout cas, moi, je suis très, très, très heureuse. Et puis, j'espère, en tout cas, qu'ils viendront très souvent s'exprimer au micro de la grande team. Et on espère et on sait que ça vous a fait plaisir. James aussi. Comment? Peut-être un orange roux, LeBron James. Eh ben, on verra, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va continuer. Oui, on va parler de Tottenham avec Mourinho qui se paie Serge Aurier. Alors, dans le documentaire All or Nothing, Tottenham Hotspurs, diffusé par Amazon, eh bien, on voit José Mourinho pendant un échange avec Serge Aurier lors d'une causerie d'avant-match. Et puis, il lui a dit ceci: Serge, tu vas être l'un des joueurs au marquage. Tu parles bien anglais. J'ai peur de toi au marquage parce que je sais que tu es capable de provoquer un penalty de merde avec le VAR. Donc, je te le dis déjà, j'ai peur avec toi. Est-ce que Mourinho a le droit de dire quelque chose comme ça concernant son joueur? Est-ce que vous comprenez qu'il dise ça? Logiquement, non. Logiquement, non, parce que quand même, il faut un peu de respect pour ces joueurs, parce que beaucoup sont des pères de famille. Il faut du respect, de la considération envers ces différents athlètes, parce que ce sont eux qui se suent le plus sur le terrain, qui se blessent parfois et qui engagent un peu leur santé sur les terrains pour satisfaire, je dis, les besoins du coach, du public et autres. Je crois qu'il faut avoir quand même un langage plutôt courtois envers ces joueurs-là de la part de Mourinho de temps en temps. Ouais, je suis d'accord avec Yves Boris parce que c'est le problème de Mourinho. C'est un manque de tact, un manque de psychologie. Il a créé donc des problèmes au niveau du Real Madrid en clivant le vestiaire, également à Chelsea. Donc c'est un personnage assez clivant qui a du mal à rassembler son vestiaire et véritablement ce qu'il a dit à Aurier est inacceptable. Même si Aurier, on peut dire que c'est un retour du karma après ce qu'il a dit à Laurent Blanc, mais en tout cas,
c'est grave ce que José Mourinho a fait. Bon, moi, je vous trouve un petit peu trop dur peut-être parce que est-ce que ce ne serait pas tout simplement une façon de motiver le joueur, hein? Parce qu'on sait quand même qu'il a retrouvé une place de titulaire, hein, avec Mourinho. Donc, est-ce que ce n'est pas tout simplement une façon de le motiver finalement? Oui, possible que ce soit une façon de le motiver parce que rappelez-vous, lorsqu'il était à Chelsea, il avait sorti un tel propos sur Samuel Eto'o concernant son âge. Eh bien, José Mourinho a cette particularité, je veux dire, de savoir titiller ses joueurs pour leur permettre, je veux dire, il arrive à les motiver, à leur permettre de se surpasser et de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain afin qu'ils puissent avoir des résultats importants, escomptés qu'il désire. Donc, je crois que c'était un peu une façon pour lui de le motiver. Yellow? Je suis un peu choquée. C'est quand même paradoxal ce qu'il dit là. Il dit que ce que Mourinho a dit était quand même mal placé, mais oui, ça permet de booster le joueur. On connaît tous le franc-parler de Mourinho. On connaît aussi l'attitude de notre Serge Aurier, patriotisme mis à part. On sait que Mourinho sait booster ses joueurs. On sait quand Mourinho parle, il a forcément des figures de style qu'il emploie pour pouvoir booster, rehausser plutôt ces joueurs-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de mal en soi à dire que tu provoques plus de pénalty ou pas. C'est une évidence apparemment. Donc, il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Alors, Serge Aurier est annoncé sur le départ. Vous pensez qu'il quittera Tottenham pour une raison ou pour une autre, hein, peut-être même pour ne plus subir les humeurs de José Mourinho, qui sait? Alors, moi, pour ce que je sais, c'est que Mourinho est un entraîneur qui a longtemps souhaité avoir Serge Aurier dans son effectif. On se rappelle que depuis Manchester United, il avait tenté à maintes reprises de faire venir l'Ivoirien du côté des Red Devils. Ça ne s'est pas fait. Aurier arrive à Tottenham. Lui également était entraîneur de Tottenham aujourd'hui. Comme Boris l'a dit, peut-être c'est sa manière à lui de motiver, de booster le joueur. Mais je trouve que ce n'est pas la bonne manière parce qu'à plusieurs reprises, il l'a fait avec cet joueur et c'est allé au clash. Et finalement, soit le joueur a été transféré ou soit lui, Mourinho, il est parti. Et, du côté du Real de Madrid, il a eu des problèmes avec Casillas, même avec Ronaldo. Quand il était à Chelsea, il a eu des problèmes avec même le Portugais Thiago, qui finalement est parti du côté de Lyon. Il a eu pas mal de soucis avec certains joueurs. Donc aujourd'hui, je me dis quoi? Oui, ce genre de message, à mon sens, c'est pour motiver, mais derrière, ça peut représenter autre chose que peut-être lui ou peut-être le joueur n'ont pas envie de vivre, soit un des deux quittera le club. Voilà. C'est ça. Bah, alors après, je veux dire, le joueur n'a pas réagi. Donc, par rapport au Serge Aurier qu'on connaît, je veux dire, je pense qu'il l'a bien pris finalement. Ou peut-être je me trompe. Oh oui, parce que si le joueur n'a pas réagi, sûrement qu'il a bien pris. Tout dépend de comment le joueur a accueilli, ces propos de José Mourinho. Je crois qu'il pratique José Mourinho depuis pas mal de temps. Oui. Il le connaît mieux. Donc, s'il n'a pas réagi, c'est qu'il a compris le message que José Mourinho a bien voulu faire passer, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de propos, parce que quand même, après, il faut pouvoir respecter la dignité de ces joueurs-là. D'accord, très bien. Allez, on poursuit. On va parler Covid-19. Hein. Faut-il s'inquiéter pour le sport? C'est vrai que ces dernières semaines, plusieurs sportifs ont été déclarés positifs à la Covid-19. Certaines formations sportives comptent de nombreux cas en leur sein, de quoi susciter des inquiétudes chez certains. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Yellow. Oui, je pense qu'il faut s'inquiéter au-delà du football. Il y a eu le tennis aussi qui a été touché, le basketball et bien d'autres sports qui ont été touchés. Oui, il faut s'inquiéter pour le sport en général parce que quand il y avait la trêve, on se disait que les joueurs, quand ils reprendront, ils auront certainement assez de blessures. Mais non, il n'y a pas suffisamment de blessures. Il y a plutôt de nouvelles contaminations. Et là, il faut véritablement s'inquiéter pour le sport en général. Non, bon, je vais dire que il ne faut pas forcément s'inquiéter parce qu'il y a toujours cette rigueur au niveau du protocole sanitaire. On a vu la rigueur qu'a pu mettre en place l'UEFA lors du Final 8, même s'il y a un relâchement. Je pense qu'il y a un relâchement inconscient de la part des athlètes, c'est ce qui explique cela, mais il ne faut en aucun cas s'inquiéter parce que l'UEFA et la FIFA vont veiller au grain. Qu'est-ce qui explique alors que les cas chez les sportifs soient de plus en plus fréquents? Je pense que c'est le déconfinement qui a été annoncé dans certains pays qui a emmené, je vais dire, un laxisme, une négligence de la part des populations, donc des footballeurs. N'oubliez pas que le football et certains sports collectifs sont des sports de contact, donc les joueurs sont plus à même exposés d'être contaminés. Donc il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique qui soit instaurée de la part des dirigeants pour que le contrôle puisse être un peu plus strict
pour emmener les joueurs, les footballeurs à respecter les mesures barrières. C'est très important. Surtout au niveau de la célébration des buts, hein, oui. où il y a des accolades et tout. C'est vrai que, bon... Après, est-ce qu'on peut empêcher des personnes joyeuses d'avoir marqué un but, de ne pas se faire des accolades? Quand il y a un problème, quand il y a une crise sanitaire, oui. Enfin, mais du moment où il y a contact sur le terrain, je ne pense pas que la célébration d'un but puisse faire poser problème. Il y a déjà contact sur le terrain, on se tacle, on se touche, etc. Donc la célébration d'un but ne doit pas forcément poser problème. On va mettre des règles, mais il y a cet instant-là, cet instant où vous arrivez à égaliser peut-être à la dernière minute un but qui permet à votre équipe de peut-être d'accrocher un point peut-être très important. Et là, c'est vrai, il y a l'instant qui est là, on ne peut pas empêcher. Ça sera difficile, à mon sens, de pouvoir les empêcher de faire des accolades plutôt au niveau des rencontres. Alors, dernière question, les protocoles sanitaires mis en place sont-ils vraiment efficaces, finalement? Allez, Balo, c'est pour vous. Comme je l'ai dit, ils sont efficaces parce qu'on a vu la rigueur mise en place par les différentes institutions, mais il y a des entraîneurs également qui ne veillent pas au respect strict des mesures barrières. On a vu des Pep Guardiola serrer la main à la fin des matchs de Final 8, donc il faut en appeler à la responsabilité des athlètes. Et bien, en ce qui concerne, puisque le protocole mis en place par les institutions, tout me semble correct. D'accord, eh bien très bien.